Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, émission spéciale à l'occasion de cet événement, vous le connaissez, des victoires du capital humain 2024. Smart Job, vous connaissez ce rendez-vous, débat, analyse, expertise autour de tous les sujets emploi et RH. On en parle dans quelques instants, on va parler marque employeur avec mes invités. Le thème du jour, la marque employeur, comment lui donner du sens? Trois invités avec moi pour en parler ici, à l'occasion des victoires du capital humain 2024. Laetitia, Laurent, ravi de vous accueillir. Bonjour. On est dans une ambiance de séminaire, de salon. Il y a un petit peu de bruit sur notre plateau. Directrice marque employeur et engagement au Club Med, qui est une entreprise patrimoniale. Merci en tout cas d'être avec nous. À vos côtés, Philippe Aldebert de Marthez. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes associé chez HRPAT, alors qui est une entreprise qui cartonne et qui se développe à grande vitesse. Et il y a un vrai enjeu de marque employeur, évidemment, quand une entreprise grandit, grossit. On vous écoutera dans quelques instants. Et puis Fabien Gillen est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour Arnaud. Vous êtes le DRH Asie-Pacifique de cette entreprise Nexans, de l'industrie des câbles électriques qui vont évidemment servir à tout le réseau des électriciens. On vous écoutera sur ces enjeux de marque employeur dans l'industrie. D'abord, un petit mot, quand on vous dit marque employeur côté Club Med, je vous le dis abruptement, je me dis, mais est-ce que le Club Med a besoin de parler de la marque employeur quand on connaît cette marque? Elle est aussi connue que la Tour Eiffel. Alors c'est une marque qui est très connue en France, en tout cas en Europe, mais voilà, aujourd'hui on est leader des vacances tout compris haut de gamme, multiculturel. On est présent dans plus de 40 pays et donc le travail de marque employeur, déjà c'est un travail sans fin et c'est un travail qui doit aussi s'adapter aux différents pays, aux différentes cultures où on est positionné. Et puis on a connu le Covid et voilà, on a eu aussi besoin d'attirer à nouveau des candidats et il n'y a pas qu'une stratégie de volume, on a opéré aussi un repositionnement sur le très haut de gamme en 20 ans et on recherche... Donc c'est pas le même niveau de qualité. Effectivement, voilà, on est peut-être plus exigeant aujourd'hui sur des qualités et des qualités humaines. On va rechercher évidemment des qualités, des compétences techniques, mais aussi des qualités humaines, du savoir-être et du savoir-vivre pour délivrer cette promesse d'esprit libre à nos clients. Essentielle dans le métier dans lequel vous êtes. Qui est quand même très ambitieuse. Les soft skills. Juste un mot avant de donner la parole à Philippe et à Fabien. 10 000 CV, 5 candidats pour un poste. Vous recevez énormément de CV. On reçoit, au niveau monde, effectivement, on reçoit plus de 100 000 candidatures par an pour environ 6 à 8 000 recrutements, aussi bien des géos permanents, des gentils organisateurs, comme on les appelle chez nous, que des collaborateurs qui vont nous rejoindre pour une quinzaine de jours pour encadrer les enfants au moment des pics liés aux périodes de vacances scolaires. Donc il y a la marque reste très attractive, reste très forte. La cooptation par nos collaborateurs fonctionne très bien, par nos clients également, les enfants de nos clients qui peuvent nous rejoindre. Mais voilà, on a encore beaucoup de travail à faire sur des métiers plus en tension. Je pense à la restauration, évidemment, on n'échappe pas qui est une clé essentielle à la réussite d'un séjour. Voilà. Et l'encadrement des plus petits aussi, où on a besoin de compétences techniques et de profils diplômés, qu'on est nombreux à s'arracher. Entreprise des loisirs de luxe, le Club Med, qui s'est repositionné côté HRPAT, le conseil, l'accompagnement des entreprises dans une entreprise qui elle-même a grossi, s'est développée à l'international et ça n'arrête pas. Quand je vous dis marque employeur, qu'est-ce que vous me répondez, Philippe? Alors je vous réponds, un vrai enjeu pour nous, l'attractivité, la rétention, la difficulté du métier du conseil aussi, parce que très compétitif, et peut-être aussi une image du conseil qui s'est dégradée au fil des années. Donc un enjeu au quotidien parce que HRPAT, vous l'avez dit, s'est beaucoup développé, doit continuer à se développer, non pas uniquement en France mais à l'international. Ce que vous faites. Et le vrai sujet en fait, c'est de pouvoir beaucoup recruter. On a près de 300 recrutements par an, une feuille de route assez ambitieuse. On vient de lever 500 millions. Donc je dirais des objectifs très très forts en termes de développement, de croissance, donc d'accompagnement et de rétention des personnes. On va parler de l'onboarding, c'est-à-dire le fait d'intégrer des collaborateurs et de les mettre en situation d'être à l'aise tout de suite. Et j'oublierai pas à la fin de l'émission de parler de l'offboarding et puis des candidats recalés, parce qu'eux aussi ont un rôle important dans la marque employeur. On ne réussit pas forcément toujours à être embauché, mais il faut aussi soigner l'accompagnement du candidat recalé. Côté industrie, Nexans,
On voit le conseil, il y a des papiers en ce moment dans les Échos, dans le Figaro, qui disent le conseil c'est dur. Côté industrie, comment ça se passe, la marque employeur? Parce que fut un temps, l'industrie n'attirait plus. Voilà, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu d'abord pour notre pays, dans les pays dans lesquels on opère. Nexans, c'est 28 000 collaborateurs, c'est 40 pays, c'est 70 sites de production qui nous permettent de fabriquer des câbles et accessoires au niveau international. Et l'industrie, c'est un secteur clé de l'activité, avec des métiers qui nécessitent des savoir-faire qui s'acquièrent sur de longues années, et donc avoir la capacité de pouvoir attirer des talents qui ne pensent pas forcément à l'industrie de manière spontanée à travers ce qu'on a évoqué sur l'évolution entre les services et l'industrie. C'est extrêmement important pour nous, et pour nous, c'est de concrétiser justement cette promesse de vie et d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise. C'est presque une obligation pour développer l'entreprise, cet enjeu de marque employeur. Absolument, il faut avoir les bonnes ressources aux bons endroits, il faut avoir aussi des équipes engagées et qui restent. Et donc la marque employeur, c'est ce mix entre l'expérience de vie collaborateur dans l'entreprise et notre capacité à pouvoir justement communiquer dessus avec nos ambassadeurs, avec notre raison d'être sur l'opportunité pour des candidats externes de nous rejoindre. Un petit mot quand même sur l'évolution de la marque employeur, parce qu'elle est née il y a une trentaine d'années, à l'époque où il n'y avait pas Internet, à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, à l'époque où il n'y avait pas les glaces d'or, à l'époque où les cadres ne racontaient pas dans des forums ce qu'ils vivaient vraiment. Ça vous oblige, Club Med, évidemment à Sherpat et Nexans, à être très aligné entre sa communication et ce qui se passe vraiment dans la boîte. Enfin, c'est vital, non? Oui, c'est vital. On ne peut plus mentir. Non, on ne peut plus mentir. Et on ne peut plus mentir, et surtout, ça fait longtemps que les collaborateurs, finalement, même avant l'ère des réseaux sociaux, se fiaient sans doute davantage à ce que les collaborateurs pouvaient raconter de l'expérience qu'ils vivaient par rapport au discours de la marque. Donc voilà, au Club Med, on a la chance d'avoir une marque, avant une marque employeur, une marque très forte. Et donc dans notre communication employeur, voilà, comment on fait plutôt rêver. On a la chance de pouvoir créer des moments de bonheur pour nos clients avec une promesse forte, l'esprit libre. Donc voilà, comment nos collaborateurs se sentent propriétaires de cette promesse. Voilà, travailler dans des endroits exceptionnels, c'est formidable, d'avoir cette possibilité d'être dans cette proximité avec le client, de se développer finalement au contact de l'autre, c'est une expérience aussi assez unique. Maintenant, prendre soin des autres et organiser les vacances des autres, ça demande aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'exigence. Et c'est à nous d'être très clairs dès le recrutement. Même, voilà, on parlait de l'onboarding, de l'accueil d'un collaborateur, aussi bien dans les bureaux que dans nos villages, sur la réalité aussi et l'exigence qu'on demande à chacun de nos collaborateurs. Effectivement, il y a du rêve, mais il y a de l'exigence. Est-ce que c'est compliqué de votre côté cet enjeu-là? Parce que il y a une étude qui est assez intéressante, Robert Walters, donc il y a 85% des entreprises qui trouvent que le processus d'intégration est bien, donc ça c'est très positif, c'est global, mais 49% des cadres pensent au contraire et jugent décevant, voire inexistant, cette qualité d'intégration, d'accueil. Des exemples concrets, ils arrivent, le poste n'est pas prêt, ils n'ont pas l'ordinateur plugué, ils n'ont pas rencontré leurs équipes. Plein de situations qui font que certains, au bout de 3 jours, s'en vont. Comment vous regardez cet enjeu-là? Et en plus, on vous observe. Alors, on vous juge. On nous observe, et je dirais que c'est un vrai enjeu parce que je parle souvent de la perception. La perception d'un investissement sur les outils, sur le besoin de mettre en place, et finalement le réel intérêt ou la réelle vision des managers, par exemple, lorsqu'ils accèdent ou lorsque les candidats accèdent en tant qu'employés. Et le plus important, c'est de bien comprendre la différence entre l'investissement et donc la vision des 89% finalement, et la réalité, 49% je crois, ou 48%, parce que finalement il y a encore beaucoup de petits couacs, de ratés, sur lesquels il faut beaucoup travailler, parce que l'exigence elle est énormément montée aussi ces dernières années. Parler des réseaux sociaux, on a une vision. Le collab client, hein, c'est le collaborateur client. Il exige de son entreprise qu'elle le traite comme un client. On est d'accord. Tout à fait. On est d'accord, mais ce n'est pas un client, un collaborateur n'est pas un client. Mais on a souvent ce genre de cette attitude du client. L'entreprise me doit cela. On est d'accord. Comment vous le vivez côté industrie, cette capacité à être aligné entre ce que vous vendez et ce qu'il y a vraiment dans la boîte? Alors je crois qu'il y a 2 aspects. Il y a effectivement l'aspect d'authenticité, d'essayer d'expliquer ce qu'on peut trouver dans l'entreprise et ce qu'on ne peut pas trouver ou ce qu'on n'y trouvera pas dans notre entreprise. De manière à pouvoir aussi s'inspirer des échecs de recrutement qu'on a pu avoir ou des échecs d'intégration et d'essayer d'être très clair sur comment on peut construire une trajectoire commune qui soit à la fin une réussite.
Et deuxièmement, je crois beaucoup à l'aspect communautaire, à la fraternité qu'on peut essayer de mettre en place dès le démarrage pour intégrer une personne dans un écosystème, avec son manager bien sûr, avec la fonction RH en support, mais aussi l'ensemble finalement des contributeurs, quelle que soit, on va dire, un peu leur expérience de vie dans l'entreprise, avec des plus juniors, des plus seniors, et eux peuvent apporter aussi leur vision de l'entreprise et ce qu'ils y trouvent dans l'entreprise. Mais Fabien, juste, je vous interromps, et ça va intéresser nos deux autres invités. On a eu l'ère de la semaine des 4 jours, on a eu le débat sur le télétravail, on a le collaborateur qui veut équilibrer sa vie pro, sa vie perso. Enfin, moi, je fréquente parfois le Club Med. On ne peut pas être en télétravail au Club Med. Enfin, quand on est dans le conseil, c'est compliqué. Puis quand on est en fabrication de câbles électriques, c'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça se passe, ça? Cette espèce de relation complexe à des aspirations que vous ne pouvez pas offrir. Alors, on part toujours finalement de la contribution qui est attendue. Et très justement, Arnaud, quand on est sur une ligne de fabrication, il faut être sur la ligne pour la faire tourner. Donc, la notion de télétravail n'existe pas. Par contre, il y a certains postes, effectivement, certaines fonctions qui le permettent. Dans ce cas-là, c'est une matière d'équilibre. Moi, je pense que la question de la confiance est extrêmement importante dans l'entreprise, parce qu'on mesure justement notre capacité à travailler ensemble. Vous le mesurez, hein? Oui, à travers à la fois, bien sûr, les enquêtes de satisfaction internes qu'on peut faire avec nos collaborateurs, mais aussi simplement le dialogue avec les équipes, de voir quel est le bon équilibre. Et s'il y a de la confiance, chacun, j'allais dire, s'autodiscipline aussi par rapport à ce qu'il convient de faire. Et nous, on est attentifs dans l'industrie à avoir quand même plutôt des équipes au sein de nos bâtiments, nos locaux, parce qu'on construit quand même l'avenir ensemble, et c'est plus facile de le faire autour d'un café qu'autour d'une vidéo. Ma question paraissait naïve, mais quand on est chez un client en conseil et qu'on doit lui expliquer un dossier et l'accompagner, on est physiquement là. Et puis alors là, pour le coup, au Club Med, faire rêver les gens, c'est pas à distance en visio, c'est sur place avec un sourire, avec une envie. Vous les gérez, ces aspirations-là, ces nouvelles aspirations-là, ou c'est pas gérable? Je peux répondre sur la partie conseil. Non, c'est pas embêtant parce qu'en fait, l'un des éléments clés, c'est la promesse de départ et tenir la promesse. Donc le point, il est extrêmement important d'être très clair dans le processus d'entretien et de sélection des candidats et de ne pas promettre ce qu'on ne sait pas faire. En fait, et ce qu'on ne pourra pas tenir comme engagement. Donc je pense qu'en fait, aujourd'hui, après le Covid ou autre, les aspirations déjà se sont peut-être un petit peu plus raisonnées. Ouais. Et on est aussi du côté employeur beaucoup plus clair en fait sur notre capacité. Et nous, on sait qu'on a deux enjeux, à la fois bien tenir nos promesses par rapport aux futurs employés, mais aussi bien traiter aussi avec nos clients quelles sont les possibilités justement d'ouverture, parce que finalement le télétravail il dépend aussi, par exemple sur le conseil, d'une certaine flexibilité de nos clients. Donc on a aussi un enjeu commercial en amont pour tenir nos promesses et l'adaptation entre les deux. Laetitia, le ministère de l'économie explique que c'est le facteur clé de la compétitivité d'une entreprise. Je leur dis, de la fenêtre du Club Med, on se dit ils sont intouchables, mais il y a de la concurrence. Il y a aussi d'autres structures qui se développent. Qu'est-ce que vous faites pour apporter du sens? On a compris que chez vous, il fallait être présent, il fallait être là. Il faut être présent, il faut être là, il faut être surtout curieux des autres et curieux de soi. En fait, je pense que l'expérience qu'on propose, voilà, on s'apprête à ouvrir nos villages de montagne là, cet hiver. Oui, ça commence. Voilà, une vingtaine de resorts à la montagne et dans les Antilles, par exemple, dans l'océan Indien. On avait plus de 1200 recrutements pour assurer l'ouverture, en plus de tous les géos qui enchaînent d'une saison sur l'autre. Je pense que évidemment, être très clair sur ce qu'on propose. Nous, voilà, on recrute sur 6 familles de métiers, réception, hébergement, bar, restauration, l'encadrement des enfants, les sports, le bien-être, l'art et spectacle. Donc, il y a beaucoup de choses à vivre au Club Med. On recrute sur des compétences techniques, mais on recrute aussi sur le savoir-être et le savoir-vivre. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel et c'est peut-être le plus difficile à trouver, à mesurer, parce que ce qu'on propose, c'est de venir vraiment participer à une aventure humaine. Donc il y a le travail et puis il y a, voilà, si vous voulez être par exemple barman et rentrer chez vous le soir, faire vos cocktails, et voilà, ça s'arrête là. Et c'est déjà un très beau métier. Vous pouvez le faire peut-être plutôt chez nos concurrents. Ouais. Si vous avez envie de le faire dans des endroits exceptionnels, mais surtout avec cette proximité avec nos clients et vous enrichir non seulement voilà, de qui ils sont eux, mais qui sont vos collègues. On a plus de 110 nationalités dans nos équipes, en moyenne 9 par village. C'est d'une complexité managériale extraordinaire, mais c'est aussi d'une richesse extraordinaire en termes de développement personnel. Comment le mot sens, comment on met du sens en expliquant à un collaborateur qui vient d'être intégré, il a fait le processus de recrutement,
comment vous le manifestez, ce mot sens? C'est le mot le plus à la mode en ce moment. On va mettre du sens pour nos talents. Comment vous mettez du sens? Alors, la quête de sens, elle part déjà de la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté d'individus avec des profils divers, variés, se mettent ensemble pour réaliser quelque chose de complexe souvent et de pouvoir avoir cette ambition collective. Donc la quête de sens en ce qui concerne Nexans, évidemment, c'est d'apporter de l'énergie à la vie, c'est de connecter les personnes ensemble, et donc c'est naturellement extrêmement fort. Ensuite, il faut que ça se décline dans l'entreprise, dans l'expérience de vie, c'est-à-dire si on a cette ambition de servir justement l'ensemble de nos clients pour les connecter, comment on se connecte nous-mêmes dans l'entreprise en étant à l'écoute de ceux qui créent la valeur au sein des usines, de ceux qui vont transporter nos produits auprès de nos clients, Exact. et comment on va pouvoir ensuite monitorer les systèmes, puisqu'on fabrique des produits, mais aussi des solutions et de plus en plus intelligentes, et c'est là où on fait évoluer les compétences de l'entreprise vers un nouvel environnement. Quel travail. Le sens. Parce que là, vous l'avez évoqué, le sens, c'est... Moi, ceux que j'ai rencontrés chez vous, ils sont fiers d'être au Club Med. Et ça, je trouve ça beau quand un collaborateur vous dit « je suis fier d'être dans l'entreprise dans laquelle je travaille ». Ce qui n'est pas le cas partout. On a la chance d'avoir... l'entreprise, le Club Med s'est créé après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, sur l'idée que le but de la vie, c'est d'être heureux. Le moment pour être heureux, c'est maintenant. Le lieu pour être heureux, c'est ici. Vis ton présent. Exactement. Et je pense que c'est une raison d'être, une vision en tout cas qui est incroyablement moderne et qui fait encore peut-être encore plus sens aujourd'hui face à tous les bouleversements climatiques, sociaux, les conflits qu'on peut vivre. Et notre mission au quotidien, c'est de créer ces moments de bonheur et de les vivre avec nos clients. Là où chez nos concurrents, dans l'hôtellerie très haut de gamme, on va rechercher des profils experts, nos concurrents vont rechercher des profils experts et un geste métier très professionnel et une description absolue, nous on recherche des personnalités qui vont délivrer cette promesse de tout compris, haut de gamme, et d'esprit libre. Ça ne peut pas se faire juste par des gestes métiers et de la prestation, ça se fait aussi de prendre en charge toute cette charge mentale de notre client, par une vraie... en fait, de prendre plaisir à faire plaisir. Voilà. Et ça, c'est vrai que, alors, ça donne du sens à certains, ça n'en donne aussi pas du tout à d'autres. Et notre enjeu premier en termes de marque employeur est d'être très clair sur ce qu'on propose pour éviter la désillusion, le décalage, le malentendu. Et la déception. Donc ça se joue évidemment en amont. En amont, sur amont. un discours, sur plus qu'un job, on offre vraiment des expériences de vie. Et la possibilité après de se développer, de prendre des responsabilités, de voyager, si on le souhaite. Encore une fois, c'est une promesse aussi de ces métiers. Côté conseil, Philippe Aldebert de Marthez chez Asherpat, on entend aujourd'hui des consultants qui disent je voudrais plus de temps, je voudrais qu'on me propose des formations aussi sur les soft skills. Est-ce que ça, vous l'intégrez aussi? Parce que le conseil est très exigeant en termes d'investissement. Alors, on est obligé d'intégrer. C'est une transformation du métier du conseil, qui est une transformation saine, nécessaire, importante, parce que le mot, et je pense la raison justement d'être consultant, c'est de pouvoir apporter une valeur ajoutée, un complément, un supplément, soit en termes de temps, soit en termes de compétences, d'expérience à nos clients. Donc très clairement, c'est important d'être, avant on était plutôt dans le côté, on va se former nous-mêmes, maintenant il faut apporter ces outils-là. Je pense que toutes les structures ont mis en place de conseils, en fait, des apports en termes de management, de compétences sur les soft skills, sur les hard skills, qui va permettre, entre guillemets, de dire j'ai une palette complète. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas, on ne devient plus compétitif. On a du mal à attirer des gens, à les garder, mais aussi on n'est plus au même niveau que de compétiteurs par rapport à nos clients. Juste donc Philippe, c'est un enjeu. Philippe, Laetitia et évidemment Fabien, vous l'évaluez ça, vous le quantifiez chaque année par des études, vous mettez le thermomètre. C'est intéressant de savoir ce que vous disent les collaborateurs à l'intérieur. Vous le faites? Oui, on le fait à minima 2 fois par an. Alors d'une part parce qu'il y a des labels importants où il faut être présent. J'allais y venir. On le fait. Avoir le tampon qui labellise. Voilà. Et dans un deuxième temps aussi beaucoup plus avec des travaux internes qui vont pouvoir mesurer par entité par exemple le niveau de satisfaction, le niveau de recommandation, le niveau d'engagement des personnes, pour pouvoir mener des actions qui soient, je dirais, de proximité. Parce qu'en fait, la vraie question, elle est la proximité. Et notre besoin, par exemple en France, sur le conseil, n'est peut-être pas le même besoin que dans un pays étranger. Que dans une structure qu'on vient de racheter au Mexique, où les besoins ne sont pas les mêmes. Voilà. Même sujet pour Fabien. Alors, vous êtes toutes des entreprises internationales. Même sujet. Entre le Pacifique, entre l'Europe, c'est pas les mêmes demandes, c'est pas les mêmes besoins. C'est pas la même culture, mais c'est là où les valeurs de l'entreprise, la colonne vertébrale, doit être identique partout.
c'est-à-dire l'identification de ce qu'est l'employeur en tant que tel. On doit retrouver ces marques, qu'on soit en Chine, qu'on soit en Australie, en Europe ou en Amérique du Sud. Donc ça, c'est important pour nous et ça passe par l'écoute active. Donc on a mis en place assez récemment avec des sociologues des comités collaboratifs dans nos usines en France, de manière à pouvoir justement prendre le pouls, partager la stratégie d'entreprise avec les opérateurs et avoir aussi À tous les niveaux de l'entreprise. leurs propositions, effectivement, parce que on est dans une entreprise manufacturière, donc la main, la capacité à apporter sa contribution individuelle reste très importante. Et donc on a besoin que chacun se dise je suis confortable avec le fait de venir tous les matins, dans des conditions parfois qui sont quand même des cycles, hein, donc c'est pas toujours facile aussi. Au Club Med aussi, il y a des contraintes horaires qui sont importantes. Et donc c'est important que chacun sache pourquoi il est là et qu'il a envie d'être là. Et qu'il apporte son intelligence, non pas de manière passive, mais de dont manière vous active. l'impliquez. Absolument. Dont vous l'impliquez. Oui. Le sens, alors on évalue la qualité du service pour les clients, on lui pose des questions, ce qui est normal. J'imagine que vous, effet miroir, vous évaluez aussi la qualité, le plaisir que les collaborateurs ont ou pas à être au Club Med. Oui, effectivement, on a nos campagnes d'écoute régulièrement. Sur les grands sujets, en tout cas des scores d'engagement à un niveau global, de fierté d'appartenance, de motivation, de satisfaction, on a plutôt de bons scores, de très bons scores. D'être ambassadeur, hein, parce que c'est important. Oui, ça. oui, effectivement, et d'être ambassadeur sur voilà, les aspects positifs de cette expérience et puis les aspects un peu plus aussi challengeants. Et on remarque que sur les sujets de santé, bien-être, on a un équilibre vie pro-perso, on en parlait, c'est vrai quand on est géo en village, c'est assez exigeant. Maintenant, on vit aussi donc sur son lieu de travail et on peut profiter de toutes les infrastructures dont bénéficient nos clients quand on est sur son temps de repos. Mais c'est vrai que ces sujets ont pris de l'importance, Ils le ont pris de bien-être, l'importance. l'équilibre. Et les collaborateurs aujourd'hui attendent de l'entreprise qu'elle prenne soin, mais qu'elle leur donne les moyens aussi de prendre soin d'eux. Pour terminer, je vous l'avais promis, l'offboarding, c'est le moment où un collaborateur va partir, mais il y a aussi le collaborateur que vous n'avez pas recruté. C'est vrai au Club Med, et ce sont des ambassadeurs parfois négatifs. Quelle réflexion vous menez? C'est contributif à une bonne ou une mauvaise marque employeur? Qui commence? Comment on fait pour soigner quelqu'un à qui on dit bah, je te prends pas? C'est jamais agréable. Je pense qu'il y a deux facteurs clés et c'est certainement des domaines sur lesquels on peut encore progresser. C'est la clarté du processus de sélection, quelles vont être les étapes et dans quel timing cela va se réaliser. Et ensuite, c'est la clarté de l'explication de la décision qui est prise, de manière à laisser finalement, idéalement, au candidat qui n'est pas retenu, le souhait quand même de repostuler dans De pouvoir l'entreprise. revenir. Bah oui, qu'il ait une deuxième chance. Absolument. S'il aime votre boîte. Pareil au Club Med, parce Deuxième que chance aussi, voilà, Ouais. parfois il y a des rencontres. C'est pas le moment, voilà. mais- Exactement, c'est pas le moment en fonction des postes qui sont disponibles ou en fonction des dates de disponibilité aussi des candidats. Donc voilà, j'aimerais pouvoir dire qu'on répond de façon personnalisée à l'ensemble des personnes qui souhaitent rejoindre vous le avez Club trop de Med. CV. Nos équipes recrutement font vraiment le maximum, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de CV. on s'inscrit sur Internet au Club Med. Clubmedjobs.com. On est d'accord, hein, on va Tout à sur le fait. site, mais je le dis comme ça. Puis ensuite, il y a déjà une pré-qualif sur Internet. Exactement. Mais c'est des humains qui sont derrière, Ah rassurez-moi. oui, Il c'est n'y a pas un essentiel. algo caché. Non, alors il n'y a pas d'algorithme, il y a évidemment un screening des CV qu'on reçoit et on essaie d'équiper nos équipes recrutement aussi. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut quand même... Et la campagne commence. Hein. Enfin, là, vous avez recruté, ça va démarrer là. On a recruté, alors depuis le mois de septembre, on a recruté à peu près 1200 personnes. Il reste des postes à pourvoir, je vous invite... Il reste des postes à pourvoir, voilà, Voilà. si vous voulez aller au Club Med pour travailler. Philippe, L'offboarding. Ouais, l'offboarding et puis la manière dont on accompagne un candidat qui n'a Alors. pas été sélectionné. Alors nous, il faut savoir que l'offboarding il est extrêmement important pour au moins une raison, qui est très business. C'est qu'à peu près 80% des collaborateurs qui nous quittent peuvent devenir nos clients demain. Le métier du conseil fait qu'on a un passage dans le conseil, et beaucoup de gens, C'est vrai. c'est une transition vers le métier en Comme pour interne. le Club Med parfois d'ailleurs. Hein. Et donc si on certes le candidat qu'on ne retient pas, c'est important de lui expliquer et d'avoir le temps, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Mais le candidat, enfin l'employé qui part, c'est extrêmement important de l'accompagner, de donner les bons éléments, de se quitter dans des bonnes relations parce que c'est un passage Donc c'est un enjeu et c'est stratégique. notre futur client. C'est stratégique pour C'est vous. stratégique, Philippe. tout à fait. Côté industrie, alors il y a plusieurs strates, hein. Il y a les managers, il y a les ingénieurs, puis il y a aussi les gens qui sont opérationnels et qui fabriquent. Comment ça se passe? Là aussi, il y a un enjeu stratégique de ne pas laisser partir dans la nature quelqu'un sans l'accompagner. Oui, et j'allais dire, il y a un enjeu aussi qui est assez fort avec notamment nos partenaires en termes d'intérim.
puisque la première porte d'entrée souvent dans l'industrie, C'est vrai. c'est le contrat d'intérim. Pour répondre aux besoins. Et voilà, et donc c'est important à la fois en termes de flexibilité, mais aussi de garder finalement des collaborateurs. On a travaillé notamment sur le CDI intérimaire qui permettent aussi quelquefois, quand on a un manque de visibilité sur le besoin en main-d'œuvre que nous avons, de garder des talents dans un bassin d'emploi, De et repérer, les en partager tout cas. avec d'autres acteurs territoriaux. Et c'est un repérage aussi, ça permet de détecter. Oui, parce que comme je disais, finalement, sur des postes, on a besoin quelquefois de plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, pour faire monter en compétence nos collaborateurs. Donc on essaie de trouver le bon équilibre entre flexibilité externe et embauche dans nos usines. Et on embauche dans nos usines chaque année, et c'est une vraie fierté, de manière à pouvoir assurer la transmission du savoir et le maintien du savoir-faire dans l'entreprise. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. L'industrie, le loisir, le plaisir et le conseil. Et le plaisir aussi. Et le plaisir, j'étais sûr que Philippe allait me dire, mais évidemment, évidemment. D'ailleurs, je vais partir en vacances chez HRPAT. Avec plaisir. J'en suis sûr. Merci à vous trois. Merci à Laetitia Laurent d'être venue nous rendre visite, directrice, marque employeur engagement, Club Med. Merci à Philippe Aldebert de Marthez Associés chez HRPAT. Entre combien de collaborateurs chez HRPAT maintenant ? 2000. 2000 collaborateurs. Ouh. Et merci à vous, évidemment, Fabien Gillen, de DRH Asie-Pacifique Europe, et Europe, évidemment, et communication, je le précise, parce que Aussi, vous avez hein, aussi c'est la... communication interne. Combien de collaborateurs ? alors 28 000 au niveau du groupe, et dans notre business group, on a 5 000 collaborateurs. Très bien. Combien de collaborateurs ? Plus de 25 000. Plus 25 000. Bon ben voilà, on avait presque 100 000 personnes autour de la table. Merci de nous avoir éclairé sur la marque employeur. Merci à vous, puis on se retrouve pour un prochain numéro, évidemment, de Smart Job, votre émission, votre rendez-vous RH et management. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer, évidemment, ce rendez-vous, et merci à Nicolas Juchat qui était derrière en régie. Je vous dis à très bientôt.